Japon. Voilà, on va faire une vidéo sur ça. Euh, la comptabilité, je pense qu'on peut être plus compatible avec un pays ou quelque chose. On peut avoir un style de vie qui nous plaît, mais on se rend compte que ce style de vie ne nous convient pas et que c'est pas le style de vie qu'on voudrait. Et je pense qu'on a une image de la stabilité de avoir un boulot, avoir un travail, vivre un travail classique et normal. Et c'est vrai que avoir un boulot un peu classique et classique, avoir un moment classique et vivre dans un côté classique, avoir un boulot classique et avoir un moment classique et avoir quelque chose qui est classique pour toi, avoir une stabilité, c'est bien. Mais tu peux avoir une vie qui n'est pas compatible à ta vie. C'est-à-dire que tu n'es pas compatible, des fois tu n'es pas prêt à avoir cette vie-là, et du coup tu dois renoncer, tu dois attendre plus tard à cette vie-là. Et je pense que quand, à un moment ou à un autre, quand tu n'as pas cette compatibilité à un pays ou que tu es compatible à quelque chose, tu peux pas, tu peux pas forcer la compatibilité à quelque chose qui n'est pas compatible si t'as pas de match. Ou que tu as eu un match avec un pays, tu as un match avec une passion, quelque chose que tu as vécu, et tu n'es plus compatible avec ça. Et je pense que c'était pareil, je pense que ça m'est arrivé ça pour le Japon, où clairement j'ai passé plusieurs années à être fan du Japon, à être complètement à fond, à acheter des mangas, à acheter Lolita, c'est pas une question. Et je pense qu'à un moment donné, j'étais plus compatible au Japon, compatible au côté japonais, plus compatible à cette vie-là. Et je pense que j'ai finalement changé de vie complètement, ou j'ai complètement changé de vie parce que tellement c'est plus compatible à moi. Et je pense que c'est l'exemple même du fait que j'avais une vie hyper fan du Japon, j'étais hyper fan du Japon, extrêmement fan, et j'ai été plus compatible. Ma vie était plus compatible au Japon. Il n'y avait plus de comptabilité, c'est-à-dire que il n'y avait plus de côté compatible entre le Japon et moi. On n'avait plus de comptabilité. Il n'y avait plus de côté compatible. J'ai dit que j'avais plus de comptabilité au Japon et tout ça. J'étais plus compatible au Japon. Et je pense que j'étais autant à fond j'étais dans une vie où avant le japonais me convenait, où le monde, où j'étais le Stéphane du Japon, j'étais quelqu'un qui me convenait beaucoup. Et j'ai eu ce moment de non-retour, ce moment où j'ai eu non-retour, où je me suis compte qu'un pays, il faut aimer les bons côtés, il faut aimer les beaux côtés. Quand tu n'aimes pas, quand tu aimes que le beau côté, que tu aimes le côté, une partie du pays qui est fantasmée, que tu n'aimes pas la réalité du pays, c'est assez compliqué de se dire, voilà, j'ai vraiment réussi sur le pays ou pas, est-ce que je suis vraiment objectif ou pas. Et j'étais pas du tout objectif sur le Japon, j'étais pas objectif au niveau relationnel, au niveau de l'objectif du pays, c'est pas assez objectif. Et je pense que l'objectivité n'était pas du tout. Et je pense que ça a été difficile d'être autant, pas autant d'expérience. Je pense que j'ai pas eu autant d'expérience au Japon parce que c'était pas compatible. Mais j'ai eu de l'expérience grâce au Japon. J'ai eu de l'expérience de vie, j'ai eu une expérience personnelle, j'ai eu une expérience de tout ce que j'ai vécu. J'ai beaucoup d'expérience grâce au Japon, oui, au niveau langagier, au niveau du langage, au niveau du lexique, au niveau du comportement que je peux avoir. Mais je n'ai pas compatible en fait. Je n'ai pas compatible au niveau, pas au niveau du langage, mais au niveau, bien sûr, au niveau du mode de vie qu'il faut avoir, du mode de vie du fan du Japon, des mangas et tout ça. Et il y a vraiment ça, moi, pour moi, c'était pour moi un mode de vie. Pour moi, c'était vraiment un mode de vie. C'était pas juste fan du Japon. Pour moi, c'est vraiment un mode de vie du Japon. C'est pour moi vraiment un mode de vie. Je vivais Japon, je mangeais le Japon, je vivais un mode de vie japonais. J'ai un mode de vie fan du Japon, pas un mode de vie japonais, mais un mode de vie que j'aime du Japon. Et je pense que ça a été un peu mon mode de vie à moi. Ça a été mon mode de vie à moi. Et je pense que ce mode de vie-là a été basé sur acheter des livres du Japon, lire des livres, acheter des livres, lire des livres sur le Japon, aller voir des restaurants japonais, aller voir des restaurants, goûter des choses, lire du japonais, regarder la musique, des visios et parler japonais le maximum possible et faire des cours de japonais et apprendre le japonais. Tout ça, c'était vraiment le mode de ma vie, en fait. Faire des expos et pour chaque année des expos et changer de chapeau de look et créer des personnages japonais et me donner un nom japonais. Et je pense que tout ça, ça a été complètement un mode de vie que j'ai fait pendant plusieurs années qui me convenait à une époque et maintenant qui me convient plus vraiment.
Et ça a été, je dis pas que c'est fini, c'est terminé, tout ça. Je peux toujours revenir. Je peux pas revenir à la personne que j'étais avant, qui était fan du Japon à fond. Je peux pas. Je peux pas revenir à ces personnes-là parce que ces personnes-là a existé. Mais que je veux dire, le Japon n'a pas disparu. Le Japon a évolué avec moi. Il a évolué dans le temps. Dire que il a évolué dans le temps. Il a évolué dans le temps. Dans le temps, le Japon a évolué en même temps que moi. C'est-à-dire que la personne du Japon n'est pas disparue. Elle est toujours là. Mais elle a évolué et j'ai mûri. Et vu que j'ai un recul sur le Japon qui est différent, j'ai un recul différent, j'ai un autre recul sur le Japon, je pense que tout simplement, quand tu as des reculs sur un pays, tu as plus de recul. Je pense que à l'époque où j'ai fait des vidéos, j'avais pas de recul sur le Japon. J'avais pas de recul assez nécessaire pour me dire, voilà, je sais ce que je ressentais réellement. À l'époque où j'ai fait des vidéos, à l'époque où j'avais fait des vidéos ou même des vidéos de chant, j'avais pas de recul sur le Japon. J'avais pas de recul sur ce que j'avais vécu et ressenti, je pense. Et je pense que quand tu as un recul et un ressenti et tout ça, et bien sûr, ça restera toujours en moi, ça restera toujours une partie de moi, parce que ça ne partira pas comme ça. Je suis toujours fan du Japon autant, pas autant qu'avant, mais toujours autant fan du Japon qu'avant, quoi. Je suis autant passionnée. Et je dirais que je suis quelqu'un qui adore les jeux vidéo et adore, j'avais aussi ce moment où je vivais que des jeux vidéo, que du gaming, que du côté où j'adorais le gaming, j'adorais les jeux vidéo, j'étais fan de jeux vidéo. J'adorais les jeux vidéo, j'étais fan de tout ce qui est gaming, jeux vidéo. Je dirais que c'est pareil pour beaucoup de choses que j'ai fait. C'est pareil pour le gaming, pour tout ce qui est jeux vidéo, mais je pense que c'est pas pareil quand c'est une passion, quand c'est vraiment quelque chose que c'est pas du tout pareil. Je dirais que c'est pas du tout pareil et que c'est pas du tout pareil. Et je pense que c'est un ressenti que tu peux avoir avec les gens. Et c'est pas du tout pareil, je pense. C'est pas du tout pareil. Et je pense que c'est pas du tout pareil quand tu as vraiment vécu quelque chose, quand tu as vraiment été avec des gens, que tu as discuté avec des gens, et c'est pas du tout pareil au niveau immigration, tout ça. C'est pas du tout pareil, je dirais. Parce que quand tu as été dans le pays, tu as beaucoup moins de recul. Et je pense que j'ai été au Canada et ça n'a pas été pareil. Parce que j'ai été au Canada et le recul que j'ai eu sur le Canada, j'ai pas eu tout de suite. Même si j'ai été en 2015 au Canada, j'ai pas eu tout de suite eu le recul du Canada. J'ai pas eu tout de suite le recul en me disant, OK, je suis au Canada, quel recul j'ai sur le Canada? J'ai pas eu ce recul-là en me disant, voilà, j'ai le recul, tout ce que j'ai vécu au Canada, ce que j'ai entendu au Canada. Après, l'endroit où j'étais au Canada, c'était un endroit, un séjour linguistique, donc j'ai beaucoup protégé, donc j'ai pas vu la réalité, le quotidien, la routine, le côté dur du Canada. Du coup, quand je suis partie au Canada une deuxième fois, j'ai beaucoup eu de mal parce que j'étais ce côté cocooné, ce côté où j'étais protégée, il y avait ce côté où je ne connaissais pas la réalité. Et je pense que finalement, ça m'a beaucoup coûté parce que clairement, ça m'a fait plus de mal que de bien. Et j'ai eu ce recul de quelqu'un qui était à fond sur le Canada, j'étais quelqu'un à fond dedans. J'étais à fond sur le Canada, j'étais à fond sur le Canada, à fond sur la culture canadienne, la culture du Canada et tout ça, j'étais à fond dedans, à fond sur le Japon, à fond sur le Canada. Et j'étais un peu quelqu'un qui admire le Canada et en même temps qui a été 2 fois au Canada. Donc, il y a quand même eu une énorme recul sur ça. Et du coup, il y a eu un recul énorme. Il n'y a pas eu beaucoup de, il y a eu un recul, ce côté où c'était imaginé, où j'imaginais beaucoup de choses, et ce côté où il y avait le Canada. Et à ce côté, il y a eu les deux trucs. Il y a eu deux côtés comme ça, en fait, du Canada. Et je pense qu'il y a eu ce côté où il y a eu ce recul-là. Et j'ai pas eu, je crois que j'ai eu beaucoup moins encore encore au Japon, j'ai un recul. Mais le Canada a ce côté émotionnel. Je pense aussi à ce côté très émotionnel parce que le Canada, ça a été mon premier pays. C'est vraiment le pays qui m'a donné envie l'anglais. C'est vraiment le tout premier pays qui m'a fait envie l'anglais, c'est les États-Unis. Et le deuxième, vraiment, les États-Unis, l'histoire que j'ai avec la langue anglaise est une langue que j'ai traite depuis longtemps. Comparé au Japon, qui est complètement différent, où l'histoire n'est pas du tout pareille. Tous les deux ont une histoire très forte parce que le premier manga que j'ai eu,
Le premier chose que j'ai eu, c'était House is Cool. C'était les animations comme Dora Exploratrice en anglais, des dessins animés comme anglais, Dora Explorative, Nickelodeon, les premiers Nickelodeon, les premières Cartoon Network, et c'était complètement différent. Et du coup, il y a eu une histoire sur la culture anglaise qui était énorme. J'étais très fan d'Harry Potter, donc je regardais beaucoup Harry Potter en anglais et en français, je regardais beaucoup Eros is Cool, j'étais une très fan de Nickelodeon et de Disney Channel, donc de ce côté où j'étais fan des États-Unis, mais j'étais pas trop anglais. C'est-à-dire que on me montait sur l'anglais, mais j'ai pas réussi à apprendre l'anglais. Et je pense que c'est le moment où je suis partie du Canada que j'ai commencé à apprécier la langue anglaise. C'est vraiment le Canada qui m'a donné envie la langue anglaise et mes professeurs au Canada qui m'ont donné envie de la langue anglaise et du québécois en général. Je pense que l'amour de la langue québécoise et de la langue anglaise vient réellement du Canada. Et je pense que j'ai commencé à réellement aimer la langue anglaise et le québécois grâce réellement à mes professeurs qui a été très compétents, grâce à mes professeurs que j'ai appris, que j'ai eu comme apprentissage. Et je pense que ça m'a donné envie la langue anglaise. Et je pense que ça m'a beaucoup donné envie. Et je pense que quand je suis arrivée au Canada, en Angleterre, quand je suis arrivée au Canada, j'ai comme eu ce plaisir de me dire, OK, j'adore le Canada et j'adore les choses. Et quand je suis partie en Angleterre, quand j'étais avant, moi aussi, appris la culture anglaise, dans ma culture, vu que je suis d'origine anglaise. Donc, il y a ce côté où il y a aussi une culture anglaise où j'étais pas trop sensibilisée à ça, en fait. Et euh, du coup, du coup, j'étais fan. Du coup, le Canada, j'ai beaucoup accroché parce que c'est le premier pays où j'ai réellement commencé à apprécier l'anglais. Oui, j'ai commencé à aimer l'anglais. Et c'est le premier pays où j'ai commencé à apprécier l'anglais. C'est vraiment le Canada où j'ai commencé à apprécier l'anglais. J'ai commencé vraiment à avoir de l'envie de l'apprendre et de le parler. Et apprendre le lexique, le vocabulaire, le côté librairie, le côté éducatif, le côté tout ça. C'est vraiment le côté où le Canada m'a fait apprendre et tout ça. Et je pense que clairement, je remercie le Canada pour ça. Vraiment, si des Canadiens, je remercie le Canada pour ça, de m'avoir ouvert les portes, parce que clairement, il m'ouvrait une grande porte dans la vie, dans les choses que j'étais, parce que clairement, le Canada m'a fait ouvrir des portes. Clairement, ça a été quelque chose d'une expérience incroyable. Et le Canada n'était pas obligé de m'ouvrir les portes. Ils m'ont ouvert les portes et clairement, ils m'ont ouvert. Et clairement, j'ai appris une culture qui était intéressante, j'ai appris une culture et un pays qui était hyper intéressant. Et oui, il y a des mauvais côtés du Canada et des mauvais côtés, comme le beau côté, mais le Canada est réellement un pays intéressant, réellement. Et les gens sont hyper intéressants, gentils, ils sont gentils, clairement ils sont gentils. Et vraiment, c'est le gouvernement canadien et aussi le gouvernement anglais que je remercie beaucoup parce que clairement, ils m'ont ouvert les portes de leur pays, ouvert les portes au pays. Clairement, je me sentis vraiment comme chez moi. Voilà. Et mon expérience, c'est que j'ai ce côté où j'étais dans une culture de l'anglais qui était fantasmée, imaginée, qui n'était pas forcément réelle. Et le moment où vraiment j'ai vu la réalité de l'anglais, ça a été l'Angleterre. L'Angleterre a fait finalement que j'ai connu la réalité, le routine, la vie réelle la la culture anglaise, de la parole, de la manière de parler en anglais, de parler en anglais, le moment de parler en anglais, c'était ça, Genre, c'est genre la possibilité de parler en anglais, en fait, c'est genre possibilité. Genre, so, Angleterre, c'était genre le moment où j'ai appris clairement qu'il fallait apprendre les choses. Et vraiment, j'étais dans une extrémité à l'époque où j'ai été dans des agences, j'étais plutôt dans des agences de voyage, une agence linguistique, et j'ai limite refusé en mode stop, je veux pas être dans agence linguistique, j'ai refusé. Et j'ai eu une très mauvaise expérience, j'ai une très mauvaise expérience avec des trucs linguistiques qui te fantasment quelque chose, mais qui n'est pas forcément réel. Et je trouve ça, le problème des trucs linguistiques, c'est que très souvent ça. Mais ce qui est une bonne expérience où j'étais.
Et vraiment, ça a été une expérience géniale, même si c'était compliqué, même si c'était pas simple. C'était pas simple. C'était pas simple de partir. C'était pas simple de partir du Canada. C'était pas simple parce que clairement, de partir du Canada n'était pas simple. Et de même revenir du Canada, de revenir en Suisse, revenir du pays B à un pays A n'est pas facile. Revenir du pays A à un pays B, c'est pas facile. Revenir de Pays-Bas, revenir aux Pays-Bas, revenir du pays où je suis actuellement, du pays à maintenant, c'est pas du facile. Était pas facile. Et je pense que ça a été extrêmement dur de partir d'un pays à un autre. C'était pas facile. Clairement, ça n'a pas été facile du tout. Et quand tu découvres la réalité d'un pays, et je pense que quand tu découvres la réalité d'un pays de choses dures, c'est pas forcément facile de dire, OK, je pars d'un pays, j'essaie de passer un pays, c'est fini, voilà, je pars. On ne pense pas de comment ça peut être difficile. Et c'est pour ça que je dis simplement que c'est important de savoir la réalité dès le début d'un pays. Et même quand je suis été dans le même dehors du pays, j'ai beaucoup su la vérité et je savais pas autant vérité que maintenant. Et il y avait ce côté où il y avait les thématiques de légitimité ou pas. C'est-à-dire que la question que j'avais très souvent, c'est est-ce que je suis légitime en tant que personne qui part du pays? Est-ce que je suis légitime ou pas à être considérée comme anglaise même si j'ai pas les papiers anglais? Et clairement, on me considère comme légitime parce que j'ai passé 7 mois là-bas. Et beaucoup de gens ont dit oui, mais t'es légitime de te dire des avis sur l'Angleterre parce que tu es légitime, parce que tu as fait 7 mois en Angleterre, donc tu es légitime de dire ton avis sur l'Angleterre parce que tu es légitime complètement. En fait, c'est ce côté où clairement, dans la culture anglaise, on me légitime en me disant tu as le droit de ton avis parce que tu es anglaise et que tu as été là-bas, et que tu as des papiers qui prouvent que tu étais là-bas, tu as beaucoup de choses qui prouvent que tu es là-bas, donc tu es légitime. À ce côté où moi, je me sentais pas légitime parce que je me disais est-ce que est-ce que moi, je suis légitime de dire mon avis sur l'Angleterre? Est-ce que moi, je suis légitime de dire, voilà, je suis pas d'accord avec ça et tout ça. Ce qui est différent du Canada et qui est différent du Canada, c'est que là, j'ai un avis complètement objectif et réaliste de l'Angleterre et un objectif très réaliste et très plus dans le long terme que le Canada. J'avais une idée de long terme, mais plutôt floue. Plutôt que là, c'est plutôt clair de ce que je voulais réellement. Est-ce que réellement je voulais obtenir comme objectif réel? Est-ce que je voulais réellement comme chose je voulais réaliser? Et je pense que ce côté où j'ai été réaliste, c'est ce côté où j'ai j'étais en mode survie, c'est-à-dire que je voulais survivre, et quand tu survis, tu fais tout pour avoir ce que tu veux, donc tu es en mode survie, tu euh, informes les choses, moi, tous les jours, je mettais des calendriers, mettons des dates, pour savoir quelle date je vais aller, j'étais objective et j'étais forte et fort pour me battre, pour pas me laisser faire et pour simplement réussir à me battre. Et je pense que quand t'es en mode survie, t'as envie de survivre, t'as pas envie de mourir, t'as envie de rester dans un pays, donc tu fais tout pour rester et pour rester le maximum possible dans le pays, parce que t'as envie de survivre. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvée, c'est le côté survie, le côté où j'ai coupé les ponts avec tout le monde, où j'ai jeté comme tout le monde, qui a fait que j'étais 7 mois en Angleterre, qui a fait que j'ai survécu. Et je pense que, clairement, je ne mens pas du tout. On peut voir les photos que j'ai sur Instagram, qui prouvent que je suis bien été en Angleterre. Parce que si je montrais pas, si je montrais, je montrais clairement en disant, oh, je mens, je suis faux, je suis pas allée en Angleterre. Je mens pas. Euh, et la raison pourquoi je suis pas partie. Parce qu'il y a eu le coronavirus et il y a eu malheureusement le moment où il y a eu le coronavirus et j'ai le moment où malheureusement je suis obligée de revenir dans le pays d'origine à cause du coronavirus. Et du coup, ça a été un énorme problème, mais clairement, j'ai appris tout. J'ai beaucoup appris parce que j'ai appris non seulement du milieu scolaire en Angleterre, j'ai appris le niveau du travail en Angleterre, j'ai appris le niveau social en Angleterre, comment ça va le niveau social, j'ai appris le niveau du quotidien, de la routine, de langage routinier. Et je pense que c'est ça qui m'a réellement aidé à Angleterre, c'est que j'ai commencé en mode survie. Je voulais survivre, je voulais vivre et survivre ce que je voulais faire. Je pense que quand tu dois ce type-là, il faut te dire survie, vis, fais ce que tu veux pour survivre. Parce que c'est ça qu'il faut faire pour partir. Je pense que la meilleure solution, c'est pas juste. Euh, euh, moi, je pense que si on m'aurait dit
Si on m'avait dit non, je pense que si j'étais restée complètement chez moi en disant non, je pars pas, je pense que si on me dirait repars, je repartirais. Parce que je pense que tout préparer quelque chose, tout préparer un voyage, c'est pas toujours la bonne chose parce que clairement, tu te dis, voilà, je sais qu'il va se passer ça, ça et ça, 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 ça. Mais quand tu fais comme ça un peu à l'arrache, oui, je regrette d'avoir fait ça parce que j'ai pas bien préparé mon voyage, j'ai fait beaucoup d'erreurs, il y a des habits qui me manquaient, des choses qui me manquaient. Mais je pense que si j'avais pas fait à l'arrache, je ne serais jamais partie. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Never, never, never. Je serais jamais partie. Et c'est genre together, genre together, genre together, genre je serais genre c'est genre together, ça sera toujours, 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 toujours together, mon pays préféré, my favorite place. Voilà. Et j'étais 7 mois à London. Donc London, c'est le London, mais pas London City, parce que j'étais pas à London City. Parce que London City, c'est un peu trop loin London City. J'étais pas à London City, même si je suis allée à London City. Je suis allée un peu je suis allée au nord London, au sud et au centre et un peu en dehors de London. J'étais un peu en tout London. J'étais un peu partout. Je suis allée un peu partout. Donc j'ai un peu visité, j'ai visité les choses que je n'ai pas vues en London, c'est la reine et malheureusement je n'ai pas vu la reine. Je n'ai pas vu la reine ni la famille royale. Je ne les ai pas vues. Et en fait, directement, je pense que beaucoup de gens ont cliché en disant, ouais, on voit très facilement la famille royale. Mais en fait, le seul moment où on voit la famille royale, c'est réellement dans les, les documents. Mais on voit pas autant la famille royale qu'on imagine. En fait, la famille royale, on voit pas tout le temps, on voit pas dans la rue, oh, salut, on voit Harry, ah, salut, on voit la reine, c'est pas du tout comme ça. On voit très peu, très peu, très peu la famille royale. C'est-à-dire que, en dehors des événements, comme les événements spécialisés, comme les événements spéciaux, on voit pas souvent la famille royale. Et même si on va à Buckingham Palace, on voit pas souvent les gens royaux. Souvent, à Buckingham Palace, c'est assez calme, donc il n'y a pas beaucoup de gens, il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de personnes, tout ça. Après, on pense très souvent qu'à London, on fait beaucoup du shopping. Le shopping, on va très souvent du shopping. Mais en fait, le shopping, c'est pas courant. On fait pas beaucoup de shopping. Souvent, les shoppings sont très courants en Angleterre. C'est la nourriture. Tu fais des nourritures, tu fais des vêtements. C'est ça qu'ils pensent. La nourriture. Les vêtements, souvent, on met des fois des habits pendant des années, des années, des années. Et c'est comme ça que ça marche. Après, la chose qui est très courante, c'est le ice coffee ou le coffee ou le tea ou le iced tea, qui est très souvent aussi. Non, pas le iced tea, pas le soda, mais le iced tea, c'est-à-dire vraiment des glaçons dedans, qui est très souvent courant. Et c'est pas le coffee, iced coffee, c'est pas la glace, c'est les cafés glacés, comme on dit en français. C'est souvent ça. Donc, c'est pas toujours ça. Et on fait pas toujours du shopping, on va pas toujours la reine. On va pas tous on va Buckingham Palace. C'est comme les gens, c'est comme les Parisiens. Les gens, il y a des Londoniens qui n'ont jamais visité Buckingham Palace, des gens qui n'ont jamais visité le centre de London. Et en fait, il y a une grande différence entre les Londoniens du City, les Londoniens City, et les Londoniens North ou South, et Londoniens Central, et Londoniens dehors. C'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Tu peux très bien vivre à Londres, mais tu peux très bien vivre en dehors de Londres pour vivre à Londres. En fait, tu n'es pas forcément obligé de vivre à Londres, même pour être à Londres. Et déjà, les trajets à Londres coûtent assez cher. Tu dois acheter une petite carte. Et tout ce qui est, par exemple, électronique, c'est tout simplement, tu dois faire ça en une semaine. Donc, tout ça, c'est assez compliqué. Et déjà, la nourriture en Angleterre, pas très cher en dehors. Et dès que tu achètes la nourriture, c'est plutôt cher quand tu es dans le magasin, dans le supermarket. Donc, c'est très cher et en fonction du mode de vie que tu as, c'est complètement différent. Après, au niveau des jobs, très souvent, tu n'as pas beaucoup de d'endroits où pas beaucoup de vacances. Tu as très peu de vacances en Angleterre pour les jobs. Et très souvent, dès que les Anglais voyagent, souvent des Anglais comme ça. Et quand tu as la chance d'être businesswoman ou businessman, tu peux voyager où tu veux, mais les voyages sont faits par ton entreprise et du tout payé par ton entreprise. Ce qui n'est pas du tout pareil. Après, euh, après, pour émigrer en Angleterre et pour partir en Angleterre, c'est pas aussi facile que ça, et c'est pas aussi facile que ça, et c'est pas aussi compliqué que ça. Et on pense très souvent qu'on dit, ah ouais, c'est easy, c'est facile, c'est genre tu pars et vacha, c'est
une lubie, c'est parti comme ça. Non, c'est vraiment, tu te bats pour partir, en fait. Tu as des papiers administratifs, tu dois tout le temps faire des papiers administratifs, tu dois attendre, tu dois passer du temps à attendre les trajets, tu dois avoir des avocats, des frais avocats, tu dois, pendant tout ce temps, tu n'as pas le droit de voir des médecins, des médicaments, des médecins, tout simplement pour partir. Et les médecins, mais en Angleterre, c'est compliqué. Le système médical anglais est complètement un système différent qu'au système. Quand tu connais pas le système médical, c'est compliqué. Surtout quand tu parles pas très bien anglais, surtout qu'il y a un lexique médical qui est pas du tout pareil que le nôtre. Voilà. Donc, c'est pas du tout pareil en Angleterre, dans mon pays en Angleterre, il n'y a pas du tout, dans le pays en Angleterre, il n'y a pas du tout le même style que dans le pays. Et je pense que la comparaison d'un pays, c'est pas du tout la bonne idée. Et moi, ce que je déconseille, moi, ce que je conseille réellement, c'est le terrain, le réel du pays. Je conseille pas les côtés en mode touristique, en mode, ouais, c'est beau, c'est magnifique. Je conseille pas du tout. Si vous voulez visiter un pays, oui, je vous dis pas que visiter un pays, c'est pas mauvais. Mais si vous voulez vraiment voir le réel, réel, je vous conseille de voir une famille réellement, de faire du babysitting, ou faire du babysitting, ou clairement faire du cleaning, ou carrément, je trouve que par exemple, les séjours universitaires, c'est pas je dis pas que c'est quand même mauvais ou bon. Ça peut être bien de faire du linguistique. Je pense que tout ce qui est, tous les séjours qui sont réels, comme par exemple aller à l'université et tout ça, et souvent aussi même les universités, souvent on imagine l'université en mode film américain, en mode waouh. Non, l'université c'est pas du tout comme on imagine. Et même les écoles anglaises, souvent on fantasme les écoles anglaises, mais c'est pas du tout comme on imagine. Et très souvent c'est ça. Et moi je vois très souvent en mode waouh, l'université c'est genre comme ça, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout comme on imagine. Clairement, arrêtez le cliché de waouh, c'est beau, c'est pas du tout comme ça. La réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Hein. Si vous voulez voir la réalité, elle est là. La réalité, c'est que les campus, tu fais des cours, tu t'assois, tu dois attendre les campus, tout ça. En réalité, les campus, tu as des petites chambres avec des SDL et tout ça, c'est pas du tout la réalité qu'on a. Et je pense que très souvent, les gens disent, ouais, les campus, c'est facile, machin. C'est comme, par exemple, les collèges. Souvent, on imagine énormément un fantasme de collège en mode, c'est beau, c'est magnifique, les cours en Angleterre, c'est parfait, tout est beau. Et moi, clairement, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Je suis en mode, I'm angry. Enough is enough. Assez, c'est assez. Enough is enough. Clairement, faut boire le petit tuyau, faut voir British Tea. Voilà, parce que clairement, le côté hyper cliché, voilà, ça va un moment, mais non, non. Euh, Clairement, non. Et genre, beaucoup de gens disent, ah, mais t'as été à l'université au Canada, genre, c'est incroyable, c'est beau, c'est trop. Non, non. Le Canada, ce n'est pas du tout comme on imagine. Ce n'est pas parfait, en fait. Ce n'est pas aussi parfait qu'on imagine. C'est pas, waouh, l'université, c'est trop beau. Waouh, c'est parfait. C'est pas du tout pareil. C'est pas ça du tout. Les campus, tu es loin de chez toi. Déjà, tu es loin de chez toi. Tu es loin de chez toi. Les campus, tu es loin de chez toi. En plus, tu es loin de chez toi. Tu as le bus jaune qui est assemblement, ça fait mal, les dossiers sont trop petits. En plus, t'as des sièges en haut, c'est génial aussi. Les campus, tu es loin de chez toi, tu as des cuisines à un endroit, tu as des cuisines, tu as des petits endroits où tu as des campus, tu as des endroits où tu es des fois 2 ou 3 à la chambre. Et dans les campus, ce n'est pas parfait. Clairement, un campus n'est pas parfait du tout. Donc, si vous imaginez qu'un campus, c'est parfait, c'est magnifique, les campus, il peut faire froid. Des fois, il n'y a pas de ventilateur. Des fois, c'est un des maladies parce qu'il y a le ventilateur. Parce que il fait froid et c'est chaud. Et les campus, universitaires, au Canada, c'est pas comme on imagine. Clairement, un campus, ça coûte extrêmement cher. Dire que un campus universitaire, ça coûte cher. Déjà, tu prends le prix de la chambre plus le séjour avec. Et la cafétéria, t'as une cafétéria. Et la cafétéria, t'en as deux. T'en as 3 cafétérias. Dans le j'avais deux cafétérias. J'en avais deux. Tu as 2 cafétérias. Tu as une cafétéria pour le lunch, dinner, et t'as la cafétéria pour rien. En fait, t'as 2 cafétérias. T'as aussi, en fait, tu as où le choix de faire tes propres courses, tu as la cafétéria, tu peux faire. Et tu as des genres des breakfast, tu as le breakfast, tu as le lunch, tu as le dinner que tu dois prendre. Si vous parlez pas anglais, voilà, zappez, c'est un watch, voilà.
parce que là, bon, voilà, bref. T'as le dîner, ou, comme on dit les Québécois, la collation. La collation. Comme on dit les Québécois, la collation. Oui, parce qu'il y a la collation pour les Québécois. On va boire la collation.